Il est curieux de voir comment certains liens ressemblent à une ombre collée à la peau. Peu importe combien tu avances, combien tu changes ou combien tu essaies de regarder vers l'avant, cette ombre insiste pour marcher avec toi, te rappelant ce qui a été, ce qui n'est plus et ce qui te fait encore mal à admettre. Et même si tout le monde te dit que surmonter est une question de temps, tu sais que ce n'est pas si simple, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier quelqu'un, mais de se débarrasser du poids invisible qu'il a laissé en toi. Si tu es ici, c'est parce que tu en as assez de traîner cette ombre. Tu as compris que rester accroché te consume plus que ce qu'il t'apporte, et tu as besoin d'entendre quelque chose de réel. Pas de belles phrases, ni de motivation superficielle. Tu as besoin de vérité, même si elle fait un peu mal. Et la vérité est celle-ci. Personne ne viendra te sauver de ce que tu ressens. Personne ne portera ta blessure, personne ne soutiendra tes longues nuits, personne ne sortira cette personne de ton esprit. Ce travail est le tien, et le tien seul. Mais voici ce que presque personne ne te dit. Guérir n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. Se détacher n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et laisser partir ne signifie pas perdre, mais récupérer la seule chose qui t'appartient vraiment, ta paix. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer ce que tu as ressenti, il te demande de ne pas être esclave de cela. Il t'apprend à marcher fermement, même quand le cœur tremble. Cette vidéo est pour toi si tu en as assez de prétendre que tu vas bien. Si tu es prêt à te confronter à toi-même sans excuse, si tu veux arrêter de dépendre d'une présence qui n'existe plus. Ici, je ne vais pas te parler doucement, je vais te parler avec réalité. Parce que c'est la seule façon de couper le fil émotionnel qui te maintient attaché au passé. Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à te rétablir, à te retrouver, à redevenir à toi. À te détacher une fois pour toutes. 1. Réponds avec conscience. Rompre un lien émotionnel ressemble à marcher dans une pièce sombre, pleine de câbles emmêlés. Chaque pas que tu fais sans réfléchir te fait trébucher, te fait tomber et te donne l'impression de ne pas avancer. Mais lorsque tu allumes une seule lumière, même si elle est faible, tu vois clairement où poser le pied et comment bouger sans continuer à te blesser. Cette lumière est la conscience, et sans elle, tu vas répéter les mêmes schémas qui te gardent attaché à celui qui n'est plus là. Répondre avec conscience, c'est arrêter de réagir comme si tes émotions étaient les maîtresses de ta vie. Quand tu te souviens de cette personne, quand une pensée qui te lie au passé te vient, quand la nostalgie te frappe comme une vague inattendue, la plupart des gens agissent automatiquement et cherchent ce qui n'existe plus. Ils envoient des messages impulsifs, ouvrent de vieilles conversations, vérifient les réseaux sociaux, imaginent des scénarios qui ne vont pas se produire et s'enfoncent dans un état mental qui ne fait que prolonger la blessure. Ce n'est pas ressentir, c'est perdre le contrôle. Le stoïcisme t'apprend autre chose. Il t'apprend que tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui décide quoi en faire. L'émotion apparaît, oui, mais tu choisis si tu la nourris ou si tu la laisses partir. Quand tu commences à répondre avec conscience, tu prends du recul par rapport à ce que tu ressens, non pas pour le nier, mais pour l'observer comme si tu regardais un film de ta propre vie. Tu ne réagis plus, tu analyses, tu n'implores plus, tu comprends. Tu ne poursuis plus, tu comprends que la dignité vaut plus que n'importe quelle impulsion. Beaucoup pensent que répondre avec conscience signifie devenir froid. Mais ce n'est pas le cas. Cela signifie que tu n'es plus disposé à laisser tes émotions prendre des décisions que ta raison n'approuverait pas. Cela signifie que tu ne vas pas permettre qu'un souvenir te humilie. Cela signifie que tu vas réfléchir avant d'agir, même si cela te fait mal. La conscience t'oblige à avoir des conversations inconfortables avec toi-même. Elle t'oblige à te demander pourquoi tu continues à attendre ce qui ne reviendra pas. Pourquoi tu continues à imaginer ce qui est déjà terminé? Pourquoi tu continues à réagir comme si tu dépendais émotionnellement de cette personne? La conscience dénude tes attachements et te montre où tu perds de l'énergie, de la dignité et du temps.
Et même si cela fait mal, cela te libère aussi. Répondre avec conscience est un acte de respect de soi. C'est choisir de ne pas envoyer un message que tu sais te mettra dans une position de faiblesse. C'est t'arrêter avant de tomber dans le cercle vicieux de vérifier chaque détail de la vie de cette personne. C'est rompre la chaîne de pensées obsessionnelles qui te mènent au même lieu de vide et de frustration. C'est te dire à toi-même « Cela ne me construit pas, je ne vais pas le nourrir ». Quand tu commences à agir à partir de la conscience, quelque chose en toi change. Tu n'as plus besoin que l'autre personne te donne une clôture parce que tu commences à la générer avec tes propres décisions. Tu ne cherches plus des signes là où il n'y en a pas parce que tu comprends que s'obstiner sur ce qui t'a fait du mal est une forme d'autodestruction émotionnelle. Tu ne veux plus retourner là où tu n'as pas été valorisé parce que tu reconnais que ta paix vaut plus que n'importe quelle nostalgie déguisée en amour. Répondre avec conscience est le premier pas pour retrouver ta force intérieure. C'est la base de tout ce qui vient après. C'est la façon la plus mature de dire à ton esprit que tu ne seras plus son prisonnier, que tu ne vas plus vivre en réagissant au passé et que tu ne vas plus permettre qu'un souvenir contrôle ton présent. Si tu réussis à maîtriser ce point, tu commences à retrouver du pouvoir. 2. Lâche ce qui est déjà parti. S'accrocher à quelqu'un qui n'est plus là ressemble à essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et le pire, c'est que pendant que tu essaies de retenir ce qui est déjà parti, tu te retrouves sans force, sans énergie et sans dignité. Lâcher prise n'est pas facile, mais continuer à s'accrocher à quelque chose qui est déjà mort te vide l'âme. Lâche ce qui est déjà parti, non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as compris que s'obstiner sur ce qui est perdu est une forme silencieuse de te faire du mal. Parfois, on se convainc que garder le souvenir vivant est un signe d'amour, mais souvent c'est un signe de peur. Peur d'accepter que c'est fini, peur de faire face au vide, peur de se reconstruire sans cette histoire qui t'a accompagné si longtemps. Cependant, s'accrocher au passé ne le fait pas revivre. Cela le déforme seulement. Cela le transforme en une version idéalisée qui n'existe pas et te maintient coincé dans une fantaisie qui ne te laisse pas avancer. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Il te rappelle que tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres personnes décident, ressentent ou font. Tu as seulement le contrôle sur la manière dont tu réponds. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de te battre avec la réalité. Tu arrêtes d'essayer de convaincre quelqu'un de rester. Tu arrêtes de mendier une place dans une vie qui a choisi de continuer sans toi. Tu acceptes que ce qui est terminé est terminé. Non pas avec une tristesse résignée, mais avec une maturité qui dit « Je ne vais pas lutter là où il n'y a plus rien à gagner ». Lâcher prise n'est pas effacer les souvenirs, ni prétendre que ça n'a pas fait mal, ni agir comme si ça n'avait jamais compté. Lâcher prise, c'est permettre au passé de rester dans le passé. C'est te dire « ceci n'est plus là et c'est bien ainsi ». C'est prendre une distance émotionnelle de ce que tu ne peux pas changer. C'est interrompre cette habitude toxique de revivre des conversations, d'analyser des signaux inexistants ou d'imaginer des fins alternatives. Quand tu t'accroches, le passé te domine. Quand tu lâches prise, tu récupères ton pouvoir. Beaucoup de personnes ne lâchent pas prise parce qu'elles croient que lâcher prise signifie perdre. Mais la vérité est que s'accrocher à ce qui n'existe plus te fait perdre plus. Tu perds la paix, tu perds la clarté, tu perds des opportunités réelles que tu pourrais vivre aujourd'hui. Lâcher prise n'est pas renoncer à l'amour que tu as ressenti, c'est renoncer à la souffrance inutile que tu continues de porter. C'est reconnaître que tu ne peux pas continuer à construire ton présent à partir de la nostalgie, parce que la nostalgie déforme et te fait croire que le passé était mieux qu'il ne l'était vraiment. Lâcher prise implique aussi d'accepter ta dignité. Accepter qu'il ne vaut pas la peine de rester là où tu n'es plus une priorité. Accepter qu'aucun message envoyé par nécessité ne te rendra ce qui a été brisé. Accepter que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un a décidé de partir. Accepter que tu mérites des relations qui ne te font pas mendier de l'affection.
Lâche prise pour que ton cœur cesse d'être en suspension, en attendant un retour qui ne te concerne pas. Quand tu lâches prise, quelque chose change dans ton énergie. Tu cesses d'être émotionnellement bloqué et tu commences à bouger à nouveau. L'esprit se dégage, tu commences à respirer différemment. Ton estime de toi se reconstruit et ta tranquillité revient. Parce que lâcher prise ne vide pas. Lâcher prise libère. Et dans cette liberté, tu trouves de l'espace pour te récupérer, te comprendre et te reconstruire vraiment. Lâche ce qui est déjà parti, parce que ton futur ne mérite pas de porter les ruines de ce qui n'existe plus. Lâche prise, parce que t'accrocher te vole la vie. Lâche prise, parce que ta paix vaut plus que n'importe quel souvenir déguisé en espoir. Lâche prise, parce que tu ne peux plus continuer à vivre avec la porte ouverte pour quelqu'un qui ne reviendra pas. Lâche prise pour pouvoir avancer. Lâche prise pour revenir à toi. 3. Concentre ton attention sur ce qui compte. Comme lorsque tu marches sur une longue route après une tempête, le sol est encore mouillé, rempli de débris laissés derrière. Mais si tu lèves les yeux, tu te rends compte que la route continue, qu'il y a de la lumière devant, que tu n'as pas été fait pour rester immobile à regarder les flaques d'eau. C'est ainsi que fonctionne ton attention après une rupture. Si tu continues à regarder ce qui est déjà brisé, tu restes coincé dans un paysage qui ne changera pas. Mais si tu diriges ton regard vers ce qui compte, tu commences à avancer même si ça fait mal. Concentrer ton attention sur ce qui compte signifie arrêter de nourrir ce qui te vide. Chaque pensée est une énergie et tu ne te rends pas encore compte de combien d'énergie tu donnes lorsque tu repasses des scènes, des conversations, des idéalisations et des possibilités qui n'existent plus. L'esprit est expert en tromperie, en te faisant croire que penser plus te donnera des réponses, alors qu'en réalité, tu ne fais que creuser plus profondément le trou émotionnel dans lequel tu t'es mis. Concentrer ton attention n'est pas nier ta douleur, c'est décider dans quelle direction tu veux marcher mentalement. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il te demande d'être discipliné. Chaque fois que ton esprit revient à ce que tu as perdu, demande-toi si cette pensée te rapproche de ta stabilité ou te plonge davantage dans la dépendance émotionnelle. Si ça ne compte pas, ne le nourris pas. Si ça te retire la paix, ne l'ouvre pas. Si ça t'affaiblit, ne le suis pas. Ce n'est pas de la répression, c'est de l'autocontrôle. Et l'autocontrôle n'arrive pas par magie, il arrive par la pratique consciente. L'attention est comme un muscle. Si tu l'exerces dans la bonne direction, il devient fort et te soutient même lorsque le cœur veut te saboter. Mais si tu l'exerces uniquement en direction du passé, tu deviens accro à revivre ce qui t'a fait du mal. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'elles continuent à consacrer plus de temps mental à celui qui les a blessés qu'à leur propre reconstruction. Concentrer ton attention sur ce qui compte implique une décision radicale. Cesser d'être esclave de tes distractions émotionnelles. En pratique, cela signifie te poser des questions inconfortables. Est-ce que ce à quoi je pense me sert ? Est-ce que ça me rapproche de la version de moi que je veux être ? Ou est-ce que ça m'attache à une histoire qui est déjà terminée ? L'esprit aime la répétition, même quand cette répétition te fait mal. C'est pourquoi tu dois être plus fort que ta nostalgie. Tu dois diriger ton attention comme si tu étais le conducteur de ton propre véhicule émotionnel, parce que tu l'es, et si tu ne prends pas le volant, tes blessures le feront pour toi. Quand tu commences à rediriger ton attention, quelque chose en toi s'ordonne. Tu commences à retrouver la clarté. Tu commences à te rappeler qui tu étais avant de devenir quelqu'un qui vivait en fonction d'une autre personne. Tu commences à remarquer que le monde continue, que ta vie n'est pas terminée, qu'il y a encore des choses à construire qui ont besoin que tu sois présent, pas prisonnier. Concentrer ton attention sur ce qui compte te rend le pouvoir de choisir. Et quand tu choisis avec conscience, tu deviens plus fort que n'importe quel souvenir. Cela implique aussi de dire non. Non à vérifier les réseaux sociaux. Non à chercher des signes là où il n'y en a pas. Non aux conversations qui rouvrent seulement des blessures. Non aux fantasmes qui te font croire qu'un jour, tout redeviendra comme avant. Chaque non que tu dis au passé est un oui
que tu donnes à ta croissance. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. C'est ce qui nourrit ton esprit, ta stabilité et ton avenir. Si tu la gaspilles sur ce qui ne compte pas, tu t'enfonces. Si tu l'investis dans ce qui compte, tu renais. 4. Apprends de la douleur. Ressentir de la douleur émotionnelle ressemble à toucher une surface chaude. La réaction immédiate est de retirer la main, de l'éviter, de prétendre que rien ne s'est passé. Mais si tu observes attentivement, cette chaleur t'apprend quelque chose, où tu ne dois plus poser la main, quelles limites tu ne peux pas franchir et quelles décisions tu dois prendre pour ne pas te brûler à nouveau. La douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'enseigner ce que tu ignorais. Apprendre de la douleur est l'une des étapes les plus inconfortables, mais les plus nécessaires, lorsque tu te détaches émotionnellement de quelqu'un. La plupart des gens tentent de fuir la douleur, la couvrent de distractions, de souvenirs idéalisés, d'espoirs vides ou de l'obsession que tout aurait dû se terminer autrement. Mais le stoïcisme est clair. La douleur ne doit pas être évitée. Elle doit être comprise. Si tu ne la comprends pas, elle se répète. Si tu la nies, elle te contrôle. Si tu lui fais face, elle te libère. Accepter la douleur ne signifie pas la recréer ni la revivre. Cela signifie laisser la vérité se révéler à toi. Ce que tu as ignoré, ce que tu as donné en trop, ce que tu espérais qui n'était pas réel, où tu as cédé ta valeur, où tu as perdu ta voix, et, surtout, à quel moment tu as cessé d'être toi-même pour soutenir quelque chose qui était déjà brisé. La douleur apporte des réponses, mais seulement si tu es prêt à la regarder en face. Apprendre de la douleur implique également de renoncer à la version romantique de l'histoire. Beaucoup de gens souffrent plus de l'histoire qu'ils ont imaginée que de ce qu'ils ont réellement vécu. Idéaliser te maintient attaché à une illusion. Analyser avec maturité te ramène à la réalité. Et la réalité, bien qu'elle frappe fort, est la seule qui te permet de vraiment lâcher prise. La douleur te montre tes limites, révèle tes peurs, te permet de voir clairement où tu agissais par nécessité et non par amour-propre. Et c'est ici que le stoïcisme devient un outil puissant. Il te rappelle que la douleur est inévitable, mais que la souffrance prolongée est optionnelle. Il te rappelle que chaque émotion intense peut être utilisée comme guide et non comme condamnation. Il te rappelle que la vie ne s'arrête pas pour ce que tu as perdu, mais que tu peux t'arrêter si tu t'accroches à ce qui n'existe plus. Quand tu apprends de la douleur, tu arrêtes de chercher des coupables et tu commences à assumer la responsabilité. Non pas pour te punir, mais pour grandir. Tu te demandes quel schéma tu as répété, quels signaux tu as ignorés, pourquoi tu as accepté moins que ce que tu méritais. Et ces questions, bien qu'inconfortables, sont le début d'une nouvelle version de toi, une version plus forte, plus consciente, plus sélective. Apprendre de la douleur signifie aussi reconnaître tes lumières, parce que tout n'était pas une erreur. Être capable d'aimer intensément parle de ta capacité émotionnelle, pas de ta faiblesse. Avoir des attentes parle de ton illusion, pas de ta maladresse. Mais maintenant tu sais que l'amour sans limite devient une prison et que les attentes sans réalité deviennent des blessures. Cet apprentissage marque un avant et un après. Quand tu intègres ce que la douleur t'a appris, quelque chose en toi change pour toujours. Tu ne te contentes plus. Tu n'acceptes plus les miettes. Tu ne cherches plus la validation là où elle n'existe pas. Tu ne donnes plus ta paix pour de la compagnie. Tu ne confonds plus l'attachement avec l'amour, ni la présence avec la réciprocité. La douleur te brise seulement pour te reconstruire avec plus de fermeté. Apprends de la douleur parce que c'est le seul maître qui ne ment pas. Apprends de la douleur parce qu'elle te force à te réveiller. Apprends de la douleur parce qu'elle te prépare à des relations plus conscientes, plus équilibrées et plus saines. 5. Construis une résilience interne. Marcher après une rupture ressemble à traverser un pont instable après un tremblement de terre. Le sol tremble. Chaque pas te donne l'impression qu'il peut se briser et tu as constamment le sentiment que quelque chose en toi est également sur le point de s'effondrer. Mais tu continues d'avancer parce que rester au même endroit n'est pas une option.
Cette capacité à continuer, même quand tout tremble, c'est la résilience interne. Et c'est là que la plupart s'arrêtent, parce qu'ils croient que la résilience consiste à endurer, alors qu'en réalité, elle consiste à reconstruire. Construire une résilience interne ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie apprendre à te soutenir quand personne d'autre ne peut le faire pour toi. Après t'être détaché émotionnellement de quelqu'un, tu te retrouves avec un vide que tu remplissais auparavant avec sa présence, son attention ou son importance dans ta vie. Ce vide fait peur, mais c'est aussi une opportunité. C'est l'espace où ta nouvelle version commence à se former. Le problème, c'est que beaucoup essaient de le remplir rapidement, avec des distractions, de nouvelles personnes, des conversations superficielles, des illusions improvisées. Ce n'est pas de la résilience, c'est de la fuite. Le stoïcisme t'apprend que la résilience consiste à rester ferme même lorsque tu es brisé. C'est ressentir la douleur sans la laisser te gouverner. C'est continuer à prendre des décisions saines même si ton cœur veut te saboter. C'est te lever chaque jour avec la détermination de ne pas capituler face à ce que tu as perdu. Et surtout, c'est comprendre que ce qui t'arrive ne définit pas qui tu es, mais peut construire qui tu seras si tu choisis d'agir avec conscience. Construire une résilience interne commence lorsque tu acceptes que personne ne va réparer ce que tu ressens. Ni ton ex, ni tes amis, ni le temps seul. C'est toi qui te reconstruis pièce par pièce. C'est toi qui comprends que même si la chute a été dure, tu es toujours là. Et cela en dit long sur ta force. La résilience consiste à cesser d'attendre que quelqu'un revienne pour guérir ce qui a été brisé. C'est décider que, même si cela fait mal, tu peux marcher seul jusqu'à ce que tes pas redeviennent solides. La résilience interne signifie aussi entraîner ton esprit. Ton esprit va constamment te traîner vers des souvenirs, des promesses, des fins qui n'ont jamais eu lieu. Et c'est là que la discipline émotionnelle entre en jeu. Chaque fois que ton esprit veut retourner au passé, tu décides de le ramener au présent. Chaque fois qu'une fantaisie apparaît, tu choisis de revenir à la réalité. Chaque fois que tu es tenté de chercher des réponses là où il n'y a plus de dialogue, tu choisis le silence et l'autocontrôle. C'est cela la résilience, la capacité de ne pas te laisser dominer par des impulsions qui te détruisent. La résilience se renforce lorsque tu construis un nouveau centre, c'est-à-dire lorsque tu deviens ta propre stabilité. Tu ne dépends plus de quelqu'un pour te sentir valorisé. Tu n'as plus besoin d'une présence externe pour ressentir le calme. Tu commences à avoir confiance en toi, en ton jugement, en ta force, en ton chemin. Et quand cela se produit, tu récupères quelque chose que tu avais perdu sans t'en rendre compte, ton identité. Construire la résilience implique aussi de reconnaître ton progrès. Tu penses peut-être encore à cette personne, tu as peut-être encore mal, mais chaque jour où tu ne reviens pas, chaque jour où tu décides de respecter tes limites, chaque jour où tu choisis ta paix plutôt que l'attachement, tu avances plus que tu ne l'imagines. La résilience ne se construit pas en grands sauts, elle se construit en petites décisions. Au final, construire une résilience interne est ta véritable victoire. Parce que si tu réussis à te soutenir seul, si tu réussis à rester ferme sans mendier de l'affection, si tu réussis à te reconstruire de l'intérieur, alors il n'y a plus de pertes qui puissent te détruire comme avant. La résilience ne te rend pas invincible, elle te rend indestructible de l'intérieur. 6. Remercie et accepte. La vie, après une rupture, ressemble à une table remplie de pièces en désordre. Elles ne s'emboîtent pas toutes, elles ne sont pas toutes utiles, et certaines sont les restes de quelque chose qui ne peut plus être reconstruit. Mais au milieu de ce désordre, tu trouves aussi de nouvelles pièces que tu n'avais pas vues, parce que tu étais trop concentré sur ce que tu as perdu. Remercier et accepter, c'est arrêter d'essayer de reconstruire ce qui n'existe plus et commencer à voir ce que tu as devant toi. Remercier ne signifie pas romantiser la douleur ni justifier ce qui t'a brisé. Cela signifie reconnaître que chaque expérience, même celles qui font mal, apporte quelque chose que tu peux utiliser pour grandir. Remercier, c'est de la maturité, pas de la soumission. Quand tu remercies, tu ne dis pas « c'était bien qu'on me fasse du mal ». Tu dis « j'ai appris,
j'ai grandi, j'ai vu clairement ce que j'ignorais auparavant. Le stoïcisme l'explique de manière directe. Ne remercie pas pour ce qui s'est passé, remercie pour ce qu'il t'a appris. Accepter est l'autre moitié de ce processus. Accepter que l'histoire est terminée. Accepter que cette personne ne fait plus partie de ta vie. Accepter qu'il n'y aura pas d'explication parfaite ni de fin nette. Accepter que l'avenir n'est plus lié à ce lien. Et même si ça fait mal, accepter signifie aussi arrêter de se battre contre la réalité. Parce que chaque fois que tu luttes contre ce qui est, tu finis par te briser un peu plus. L'acceptation n'arrive pas d'un coup, elle arrive par fragments. D'abord, tu acceptes qu'il n'y a plus de communication. Ensuite, tu acceptes qu'il n'y aura pas de retour. Puis, tu acceptes que tu mérites la stabilité. Enfin, tu acceptes que tu es toujours debout sans cette personne. Et cette dernière étape est incroyablement puissante, parce qu'elle montre que ce que tu pensais indispensable ne l'a jamais vraiment été. C'était important, ça a laissé une trace, mais ça ne détermine pas toute ta vie. Remercier et accepter est un acte d'intelligence émotionnelle. Quand tu remercies, tu te libères de la culpabilité. Quand tu acceptes, tu te libères de l'attachement. Et quand tu réussis les deux, tu retrouves ta paix. Parce que tu ne te bats plus avec des fantômes, tu ne t'accroches plus à des attentes, tu n'idéalises plus une fin qui n'a jamais eu lieu. Tu reconnais que ce qui a été, et que ce qui vient dépend uniquement de toi. Remercier te redonne aussi ta dignité. Cela te rappelle que tu as été capable de donner de l'amour, que tu as été capable de t'engager, que tu as été capable de ressentir profondément. Cela parle bien de toi, pas l'inverse. Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Mais accepter te rappelle autre chose, que tu n'es pas obligé de rester là où on ne te choisit plus. Ce contraste entre gratitude et acceptation est ce qui te rend fort. Accepter peut faire mal, parce que cela implique de faire face à la vérité sans la maquiller. Cela implique d'arrêter d'attendre un message, un regret, un geste, un signe. Cela implique de fermer émotionnellement la porte que tu as laissée entrouverte pendant trop longtemps. Mais l'acceptation libère, parce que ce qui te fait mal n'est pas la perte, c'est la résistance à la perte. Quand tu arrêtes de résister, tu arrêtes de souffrir inutilement. Remercier et accepter réorganisent aussi ton esprit. Ils te forcent à arrêter de penser à ce qui aurait pu être et te concentrent sur ce que tu peux construire maintenant. Ils te sortent du mode victime et te rendent le contrôle. Ils te permettent de regarder ta vie avec de nouveaux yeux. Et surtout, ils te donnent la permission d'avancer sans sentir que tu trahis ton passé. Si tu remercies pour ce que tu as appris et acceptes ce qui est terminé, tu deviens quelqu'un d'émotionnellement souverain. Tu n'as plus besoin que quelque chose revienne pour te sentir en paix. Tu n'as plus besoin d'explications pour dormir tranquille. Tu n'as plus besoin d'imaginer des fins alternatives. Tu te contentes de la réalité, parce que tu sais que c'est là que réside ton véritable pouvoir. 7. Retourne à toi-même. Perdre quelqu'un qui était important ressemble à entrer dans une maison après un incendie. Les pièces qui étaient autrefois un refuge sont maintenant vides. L'air sent ce qui n'existe plus et les murs montrent des marques de ce qui a été vécu. Mais, dans tout ce scénario, il y a aussi l'espace où tu peux te reconstruire à partir de zéro. Retourner à toi-même, c'est précisément cela. Arrêter de marcher parmi les décombres des autres et commencer à construire ton propre lieu intérieur. Retourner à toi-même ne signifie pas te fermer au monde ou devenir froid. Cela signifie se rappeler qui tu étais avant de devenir une extension émotionnelle de quelqu'un. Parfois, sans t'en rendre compte, tu as cédé des parties de ton identité pour maintenir en vie une connexion qui n'avait plus de vie. Tu as cédé de l'espace, du temps, des limites, de l'énergie et même des rêves. Et quand cette personne est partie, tu as aussi senti que tu étais sans structure. Mais l'absence n'efface pas qui tu es. Elle te force seulement à te retrouver. Le stoïcisme le rend clair. Aucune personne extérieure ne doit devenir le centre de ta stabilité, parce que si ton axe est en dehors de toi, tout mouvement extérieur te fait tomber.
Retourner à toi-même, c'est récupérer cet axe. C'est regarder ta vie avec honnêteté et te demander où tu t'es perdu, où tu t'es brisé, où tu as cessé de t'écouter. C'est retourner à ton propre territoire émotionnel et le revendiquer comme le tien. Retourner à toi-même signifie aussi te reconnecter avec tes besoins réels, pas ceux que la relation t'a obligé à reporter. Tu as besoin de repos mental, tu as besoin d'ordre interne, tu as besoin de nouveaux objectifs, tu as besoin de routines qui te renforcent, tu as besoin de gens qui ajoutent et ne t'épuisent pas. Souvent, quand tu es émotionnellement attaché à quelqu'un, tu t'oublies complètement. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Retourner à toi, c'est reprendre le rôle principal. Ce processus nécessite une confrontation. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à idéaliser celui qui est parti. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à revoir ce qui aurait pu être. Tu ne peux pas retourner à toi si tu continues à te comparer à la nouvelle vie de cette personne. La comparaison détruit l'identité, la nostalgie déforme la mémoire, et l'obsession t'éloigne de toi comme rien d'autre. Retourner à toi commence quand tu décides de couper ces habitudes. Cela implique aussi de retourner à tes valeurs, à ce que tu crois vraiment, à la façon dont tu veux vivre, aux décisions que tu avais abandonnées pour prioriser quelqu'un d'autre. Quand tu reviens à tes principes, tu retrouves la cohérence, et la cohérence te redonne de la force émotionnelle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne pour te sentir solide. Il te suffit de rester fidèle à ce que tu es. Retourner à toi-même, c'est te rappeler de tes capacités. Savoir que tu peux avancer seul, savoir que tu peux reconstruire ta stabilité, savoir que tu peux te réinventer, savoir que tu peux accomplir des choses même avec le cœur blessé. Parce que oui, ça fait mal, mais ça te pousse aussi. Ça te force à te voir comme tu ne t'étais jamais vu. Et cela, même si c'est difficile, c'est la croissance dans sa forme la plus pure. Dans ce processus, ton estime de toi joue un rôle fondamental. Une rupture peut te faire douter de ta valeur. Elle peut te faire sentir remplaçable, insuffisant, oubliable. Mais c'est une illusion créée par la douleur. Tu n'as pas besoin de la validation de quelqu'un pour confirmer ton importance. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un a décidé de suivre son chemin. Ta valeur reste intacte, mais tu dois la récupérer avec des actions, pas avec des mots. 8. Choisis la paix plutôt que l'attachement. L'esprit, lorsqu'il s'accroche à quelqu'un qui n'est plus là, se comporte comme une pièce pleine d'échos. Tout résonne, tout revient. Tout te poursuit, même si cela n'existe plus dans la réalité. Mais si tu ouvres une fenêtre et laisses entrer de l'air frais, l'écho perd de sa force. Choisir la paix plutôt que l'attachement, c'est précisément cela. Ouvrir cette fenêtre mentale que tu as si souvent gardée fermée par peur d'accepter que l'histoire est terminée. Choisir la paix ne signifie pas que tu ne t'en souciais pas. Choisir la paix signifie que tu n'es plus disposé à te détruire pour ce qui est parti. L'attachement, lorsqu'il reste sans objet, se transforme en souffrance. Il te fait insister sur les souvenirs, sur les fantasmes, sur les possibilités qui n'existent plus. Il nourrit l'idée que tu as besoin de cette personne pour être complet, alors qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin est d'arrêter d'idéaliser ce qui est déjà mort. L'attachement t'enchaîne, la paix te libère. Le stoïcisme te l'enseigne de manière directe. La souffrance naît de l'attachement à ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler les sentiments des autres. Tu ne peux pas contrôler leurs décisions. Tu ne peux pas contrôler leur retour ni leur absence. Mais tu peux contrôler ta réaction, ton approche, ton chemin émotionnel. Choisir la paix, c'est reconnaître cette différence et agir à partir de la maturité, pas de la carence. L'attachement a de nombreuses formes. Parfois, il se déguise en espoir. Parfois, il se déguise en amour. Parfois, il se déguise en « je veux juste comprendre ». Mais au fond, c'est de la peur. Peur de lâcher prise, peur d'avancer, peur d'accepter que le futur que tu as imaginé ne sera plus. Cette peur te maintient coincé dans une histoire qui est déjà terminée. La paix arrive lorsque tu décides d'avancer sans demander la permission au passé. Choisir la paix plutôt que l'attachement implique de renoncer au drame interne.
Cette bataille mentale de revoir chaque détail, chaque message, chaque geste. Cette habitude de chercher des signes là où il n'y en a pas. Cette obsession d'imaginer des conversations qui n'auront jamais lieu. Tout cela est du bruit, et le bruit ne laisse pas guérir. Lorsque tu choisis la paix, tu commences à couper chacune de ces pensées à la racine. Tu ne leur donnes pas d'espace, tu ne les nourris pas, tu ne les acceptes pas comme vérité. Choisir la paix implique également de renoncer à la nécessité de clore des histoires parfaites. Toutes les relations ne se terminent pas par un discours émouvant, une explication profonde, une séparation de film. Certaines se terminent en silence, d'autres se terminent avec des doutes, d'autres encore se terminent avec des blessures ouvertes. Et accepter cela fait partie de choisir la paix. Parce que si tu attends que tout se termine comme tu le souhaites, tu resteras coincé à attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. La paix n'arrive pas automatiquement. C'est une décision. Une décision que tu devras prendre tous les jours au début. Chaque fois que l'esprit voudra retourner au passé, tu choisis la paix. Chaque fois que le cœur demandera à retourner là où tu n'es plus le bienvenu, tu choisis la paix. Chaque fois que ton ego voudra chercher des réponses chez celui qui t'a déjà laissé derrière, tu choisis la paix. Cette répétition forme ta nouvelle identité émotionnelle. Choisir la paix plutôt que l'attachement exige une force intérieure. Tout le monde ne le fait pas. Beaucoup préfèrent rester accrochés parce que lâcher prise leur donne le vertige. Mais tu ne cherches pas le confort émotionnel. Tu cherches la liberté. Et la liberté émotionnelle n'arrive que lorsque ton bien-être pèse plus que n'importe quel souvenir. Choisir la paix est un acte d'amour de soi si profond qu'il transforme la façon dont tu vois le monde. Lorsque tu choisis la paix, tu retrouves la clarté. Tu cesses de vivre dans un cycle interminable de doutes. Tu cesses de dépendre de réponses qui n'existent plus. Un homme se révèle par la façon dont il parle. Tu n'as pas besoin de voir son passé, son histoire ou ses intentions. Tu as juste besoin d'écouter. Les phrases qu'il utilise sont des radiographies de son caractère. Elles montrent son insécurité, son ego surdimensionné, son manque de contrôle et souvent son ignorance. Et le plus dangereux n'est pas ce qu'ils disent, mais comment ils peuvent t'entraîner à leur niveau si tu ne sais pas répondre. Beaucoup réagissent à ces phrases avec colère, fierté ou frustration. Ils tombent dans des provocations bon marché sans se rendre compte qu'ils cèdent leur pouvoir. Le stoïcien fait le contraire. Le stoïcien identifie la stupidité sans se mettre en colère, reconnaît l'arrogance sans se sentir attaqué et observe l'immaturité sans perdre son centre. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que perdre son calme, c'est perdre la bataille. Cette vidéo existe pour une seule chose, t'apprendre à détecter les 5 phrases les plus courantes qui trahissent un homme immature, arrogant ou émotionnellement brisé. Et surtout, te montrer comment répondre à chacune avec fermeté, intelligence et maîtrise de soi, sans crier, sans te rabaisser, sans perdre ton essence. Ce que tu apprendras ici ne sert pas seulement à identifier la maladresse des autres, mais aussi à éviter de répéter ces mêmes schémas dans ta propre vie. Parce que la véritable force n'est pas de battre quelqu'un, mais de ne laisser personne te déstabiliser. À partir de maintenant, chaque fois que tu entendras une de ces phrases, tu sauras exactement quel genre d'homme tu as en face et quel genre de personne tu es en ne tombant pas dans son jeu. 1. Identifie l'ego déguisé en force. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des armures vides. Ils brillent à l'extérieur, font du bruit, frappent le sol à chaque pas pour que tout le monde les voie. Mais à l'intérieur, il n'y a rien, juste un écho creux qui essaie de ressembler à du courage. L'ego fonctionne de la même manière. Il se déguise en force, en sécurité, en autorité, alors qu'en réalité, il s'agit du mécanisme de défense le plus primitif d'un homme émotionnellement immature. Et la première chose que tu dois apprendre est à le reconnaître avant de réagir, parce que si tu ne comprends pas ce que tu vois, tu tomberas dans son théâtre et tu finiras par perdre ton calme. L'homme qui vit à partir de son ego essaie toujours de s'imposer. Il prononce des phrases comme « j'ai toujours raison »,« tu ne sais rien »,« sans moi tu n'arriverais à rien ».
et il les dit avec une conviction qui semble presque admirable. Mais cette assurance ne vient pas de la maîtrise de soi, elle vient de la peur d'être exposé. Chaque mot qu'il prononce est conçu pour gonfler son importance parce que sa valeur interne est complètement fracturée. Quand un homme a besoin de rappeler au monde à quel point il est fort, puissant, capable, en réalité, il admet sa propre fragilité. C'est ce qu'il ne comprend pas. La plupart réagissent à ce genre de phrases avec fierté. Ils répondent en attaquant, en discutant, en essayant de prouver le contraire. Mais tu n'es pas ici pour prouver quoi que ce soit. Tu es ici pour comprendre qu'il ne vaut pas la peine d'entrer en bataille contre quelqu'un qui ne contrôle même pas ses propres émotions. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise la situation. Et c'est l'avantage qu'un homme de caractère véritable a sur celui qui se contente de le prétendre. Lorsque tu entends ces phrases, ne prends rien personnellement. Ne tombe pas dans le jeu de la compétition ego contre ego. Observe, analyse, respire. L'ego se révèle toujours quand quelqu'un sent qu'il perd le contrôle. Un simple commentaire le perturbe, une question l'irrite, un désaccord le met en colère. Tu ne vois pas de la force, tu vois de la fragilité camouflée. Une fragilité qui se sent attaquée, même quand elle n'a pas été attaquée. C'est l'immaturité émotionnelle, dans sa forme la plus pure. C'est là que ta réponse stoïcienne entre en jeu. Ne suis pas son rythme, ne lui rends pas le même ton, n'essaie pas de le surpasser. C'est exactement ce qu'il veut, parce que cela lui confirme que son bruit fonctionne. Réponds avec calme, avec clarté, avec cette froideur tranquille qui déconcerte quiconque vit dans le chaos. Utilise des phrases courtes et fermes. Je t'écoute, je comprends ton point de vue. Je ne suis pas d'accord, mais c'est ok. Ce n'est pas être soumis. C'est montrer que tu n'as pas besoin de te battre pour te sentir en sécurité. Seuls ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes ont ce sentiment. L'ego cherche désespérément la reconnaissance, tandis que toi, tu cherches la stabilité. Il a besoin de gagner. Tu cherches à garder ton centre. Il réagit. Tu choisis. C'est la différence entre un homme qui fait semblant d'être fort et un homme qui l'est vraiment. La véritable force ne s'impose pas, elle se maintient. Elle ne crie pas, elle se contient. Elle ne menace pas, elle se contrôle. De plus, ce point n'est pas seulement pour identifier les autres, c'est aussi un miroir pour toi. Demande-toi combien de fois tu as utilisé ce même ego comme un bouclier. Combien de fois tu as voulu paraître fort alors qu'en réalité tu étais brisé. La différence est que maintenant tu as l'opportunité de le faire consciemment, parce qu'un homme qui reconnaît son ego peut le transformer, tandis que celui qui se cache derrière lui est condamné à répéter les mêmes erreurs. 2. Garde ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir. Un esprit arrogant ressemble à un verre rempli jusqu'au bord. Peu importe combien d'eau pure tu essaies de verser dessus, tout déborde, parce qu'il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionnent les hommes qui pensent tout savoir. Ils n'écoutent pas, ils ne traitent pas, ils n'apprennent pas. Ils se contentent de répéter ce qu'ils croient être la vérité, même si elle est construite sur du sable, de la peur ou de l'ignorance. Et le piège est que leur assurance est si bruyante que beaucoup finissent par douter d'eux-mêmes devant eux. C'est là que tu dois maintenir ton jugement ferme, car si tu permets que l'arrogance des autres obscurcisse ta clarté, tu deviens une partie du problème. L'homme qui se vante de tout savoir est celui qui ne tolère pas la contradiction. Il dit des phrases comme « Je sais comment sont les choses »,« Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, je ne me trompe pas », et il le fait avec ce ton qui essaie de s'imposer, comme si être en désaccord avec lui était un acte de rébellion. La réalité est que cette attitude ne vient pas de la sagesse, mais de l'insécurité. Celui qui sait vraiment comprend qu'il reste toujours quelque chose à apprendre. L'ignorance, cependant, cherche à se déguiser en supériorité parce que la vérité lui est trop inconfortable. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils confondent le volume avec l'autorité. Ils pensent que le plus sûr est celui qui parle le plus fort, alors qu'en réalité, la sécurité authentique n'a pas besoin de s'imposer.
La personne arrogante veut contrôler la conversation pour éviter que ses idées soient remises en question. Elle ne cherche pas la vérité, elle cherche la protection. C'est ce que tu dois comprendre pour ne pas te sentir intimidé ou inférieur. C'est là que ton attitude stoïcienne entre en jeu. Lorsque tu es confronté à quelqu'un qui prétend tout savoir, n'essaie pas de le convaincre, de le corriger ou de lui prouver qu'il a tort. Cela ne fait qu'alimenter son arrogance et draine ton énergie. Le stoïcien sépare ce qu'il peut contrôler de ce qu'il ne peut pas, et l'ouverture d'esprit de l'autre ne sera jamais entre tes mains. Ce que tu peux contrôler, c'est ton jugement, ton attitude et ta réaction. Au lieu de t'engager dans un débat sans issue, garde ton calme et ton objectivité. Écoute, filtre, analyse. N'achète pas sa sécurité exagérée comme si c'était de la sagesse. La plupart de ces affirmations naissent du besoin d'impressionner, pas de la vérité. Répondre à une personne comme celle-ci nécessite une précision émotionnelle. Utilise un ton ferme, sans irritation. Des phrases comme « je comprends ton point de vue » ou « tu as peut-être raison sur certaines choses » fonctionnent parce qu'elles ne le défient pas directement, mais ne te soumettent pas non plus. Tu maintiens ta dignité sans te rabaisser. Si la conversation devient une compétition d'ego, retire-toi mentalement. Tous les échanges ne méritent pas ton énergie. Le silence conscient est une forme d'intelligence. L'homme qui sait tout s'affaiblit quand tu ne le nourris pas avec ton attention. Mais ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as fermé ton esprit pour protéger ton ego. Combien de fois tu t'es accroché à une idée juste pour ne pas admettre que tu avais tort. L'arrogance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse et se cache dans la résistance à apprendre. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le changer. Celui qui reconnaît ses limites élargit son monde. Celui qui refuse d'apprendre s'enferme dans sa propre cage mentale. Lorsque tu maintiens ton jugement face à ceux qui pensent tout savoir, tu développes une force intérieure qui ne peut pas être manipulée. Tu deviens quelqu'un de difficile à déplacer, à influencer, à déstabiliser. Et cette stabilité mentale est l'une des compétences stoïciennes les plus puissantes. 3. Ne tombe pas dans le piège du victimisme. Il y a des gens qui transforment chaque faux pas en un scénario dramatique. Ils fonctionnent comme des phares cassés qui, au lieu d'éclairer le chemin, ne projettent que des ombres et font que tous tournent le regard vers eux. Cette lumière déformée est le victimisme, une attitude que beaucoup d'hommes immatures utilisent pour manipuler, éviter les responsabilités ou attirer l'attention sans avoir à faire d'efforts. Et celui qui ne sait pas identifier cette dynamique finit par être pris dans sa narration émotionnelle, répondant à ses plaintes comme si elles étaient des vérités absolues. C'est ici que tu dois maintenir la clarté pour ne pas devenir une partie de sa tempête. L'homme qui vit du victimisme utilise des phrases comme « personne ne me comprend »,« tout va mal pour moi »,« on me laisse toujours tomber »,« je ne suis pas responsable de rien ». Ce qui est curieux, c'est que ces phrases semblent humbles, mais elles ne le sont pas. Ce sont des masques. C'est une façon d'éviter le travail interne. Se victimiser est plus confortable que d'assumer ses erreurs, parce que cela implique que tout le mal vient de l'extérieur. Cette perception fait de la personne un spectateur de sa vie, pas un protagoniste. Beaucoup tombent dans son jeu parce qu'ils ressentent de la compassion ou pensent qu'aider signifie le valider. Mais dans le victimisme, il y a un piège. La personne ne cherche pas du soutien, elle cherche des excuses pour ne pas avancer. Tu peux lui donner des conseils, des solutions, des alternatives, mais il trouvera toujours une raison de continuer à souffrir. Non pas parce qu'il ne peut pas s'améliorer, mais parce que la douleur est devenue son identité. Le stoïcisme t'apprend que rien n'est plus dangereux qu'une personne qui utilise sa souffrance comme une arme pour contrôler son environnement. C'est ici que ta position doit être ferme. Si tu réagis émotionnellement, si tu essaies de le sauver, si tu te laisses entraîner dans son discours, tu perdras ton équilibre. Le victimisme absorbe l'énergie, le temps et la clarté.
C'est pourquoi la réponse stoïcienne n'est pas le froid, mais l'objectivité. Écoute mais ne t'implique pas. Analyse mais ne porte pas son poids. Dis des phrases courtes et directes comme « Je comprends que tu te sentes ainsi » ou « Qu'as-tu l'intention de faire à ce sujet ?» Cette dernière question brise le cycle car elle l'oblige à assumer ses responsabilités. Le victimiste déteste les solutions réelles car elles l'exposent. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par les émotions des autres. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que porter ce qui ne lui appartient pas est perdre son focus et sa paix. Si tu vois que son discours devient répétitif, toxique ou manipulateur, mets de la distance. Tu peux être présent sans être absorbé. Tu peux empathiser sans sacrifier ta stabilité. Cette compétence est l'une des plus difficiles et des plus précieuses pour celui qui cherche à avoir un contrôle interne. Ce point t'invite aussi à te regarder à l'intérieur. Demande-toi combien de fois tu as utilisé la plainte pour éviter d'agir. Le victimisme ne s'exprime pas toujours en mots. Parfois, il se cache dans la procrastination, la justification ou la résistance au changement. Le reconnaître te rend plus libre, car tu assumes que ta vie dépend de tes décisions, pas de tes excuses. Ne pas tomber dans le jeu du victimisme implique aussi de ne pas réagir au drame des autres. Si quelqu'un essaie de te manipuler émotionnellement, ne te laisse pas perturber. Celui qui crie, celui qui pleure sans responsabilité, celui qui exagère, cherche à avoir le contrôle sur toi. Toi, garde ton centre, garde ton jugement et souviens-toi que ton énergie est ton territoire. Celui qui ne sait pas se gérer essaie de faire en sorte que les autres le fassent. L'homme qui se victimise a besoin que le monde s'adapte à sa douleur. L'homme stoïcien s'adapte à la réalité, avec discipline et caractère. Tu choisis quel chemin suivre. 4. Éloigne-toi de celui qui se croit supérieur. Il y a des gens qui traversent la vie comme si tous les autres étaient des escaliers et eux le seul étage élevé. Ils fonctionnent comme des bâtiments mal construits, hauts à l'extérieur mais fragiles à l'intérieur, une structure érigée plus pour l'apparence que pour la stabilité. Cette attitude de supériorité est l'un des signes les plus clairs d'immaturité émotionnelle. Celui qui est vraiment fort n'a pas besoin de regarder par-dessus son épaule. Seul celui qui se sent petit essaie de paraître grand. Et comprendre cette dynamique te protège de tomber dans des relations épuisantes où ta valeur reste sous l'ombre de quelqu'un qui prétend être plus qu'il ne l'est. L'homme qui se croit supérieur utilise des phrases comme « je suis meilleur qu'eux »,« personne ne peut m'atteindre »,« tu devrais être reconnaissant de m'avoir ». Et il le fait avec un air d'autorité qui cherche à intimider. Mais cette prétendue grandeur se fond lorsqu'on lui demande de la cohérence, lorsqu'il doit prouver par des faits ce qu'il proclame par des mots. L'arrogance est un déguisement, une armure construite pour cacher des insécurités profondes. Celui qui a besoin de se comparer constamment avoue qu'il ne se sent pas suffisant. Beaucoup cèdent face à ce type d'attitude parce qu'ils confondent arrogance et leadership. Ils pensent qu'un homme sûr de lui agit ainsi. Mais la vraie sécurité n'humilie pas, ne minimise pas, ne s'agrandit pas. La vraie sécurité inspire sans forcer. Le supérieur faux, en revanche, a besoin de dominer pour se sentir vivant. Et si tu n'apprends pas à le détecter, il finira par t'épuiser émotionnellement en te poussant à prouver ta valeur devant lui. Ce jeu le nourrit, mais t'affaiblit. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'as pas à rivaliser avec personne pour maintenir ta dignité. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui passe son temps à mesurer les autres pour se sentir pertinent. Lorsque tu te confrontes à un homme qui se croit supérieur, la clé n'est pas de discuter ni de l'affronter. Cela ne fait que le renforcer, parce que tu le fais se sentir important. Ce que tu dois faire, c'est rester ferme à l'intérieur. Ne réagis pas à ses provocations, n'accepte pas ses comparaisons, n'entre pas dans son discours. Reste neutre, observateur, froid. Réponds avec des phrases équilibrées comme « Je ne vois pas les choses de cette façon » ou « Je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas cette perspective ». Cela le désarme parce qu'il attend une résistance émotionnelle.
Il espère que tu entreras dans son affrontement pour valider son illusion de grandeur. Quand tu ne le fais pas, quand tu gardes ton calme, tu le laisses se confronter à son propre vide. Les supérieurs faux ne savent pas quoi faire lorsqu'ils ne peuvent pas dominer. Ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as essayé de te sentir précieux en te comparant aux autres. La supériorité est un mécanisme de l'ego pour compenser les blessures. Elle n'est pas authentique, elle n'est pas stable. L'homme qui reconnaît sa valeur n'a pas besoin de rabaisser personne. L'homme qui connaît son chemin ne marche pas sur la dignité des autres. C'est pourquoi identifier celui qui se croit supérieur est essentiel pour ne pas répéter le même schéma dans ta propre vie. En t'éloignant d'une telle personne, tu ne fuis pas. Tu te protèges. Tu ne permets pas à quelqu'un avec une vision déformée de lui-même d'affecter ta perception de ta propre valeur. La distance devient ton outil de clarté. Le supérieur faux te fait te sentir moins pour se sentir plus. Et si tu ne le détectes pas, il peut manipuler ton estime de toi, ta confiance et ta stabilité. Le stoïcien comprend que sa valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, encore moins de l'opinion gonflée de quelqu'un qui vit piégé dans son ego. Quand tu t'éloignes, tu récupères ton espace mental et émotionnel et tu peux voir la situation avec perspective. 5. Ne te laisse pas tromper par la fausse infaillibilité. De temps en temps, quelqu'un se présente comme une horloge parfaite, de celle qui ne tombe jamais en panne et ne s'arrête jamais. Il parle comme s'il avait un mécanisme interne impossible à briser, comme s'il ne faisait jamais d'erreur et que tout ce qu'il fait est impeccable. Mais il suffit de regarder de près pour remarquer que cette horloge ne donne pas l'heure réelle. Elle répète simplement le même mensonge, encore et encore, en espérant que quelqu'un y croira. La fausse infaillibilité est l'un des déguisements les plus courants de l'homme émotionnellement immature. Et si tu n'apprends pas à l'identifier, tu finiras par croire que le problème vient de toi chaque fois qu'il se trompe. L'homme qui prétend être infaillible dit des phrases comme « Je ne me trompe pas. Si quelque chose a mal tourné, ce n'est pas à cause de moi. C'est toi qui ne comprends pas. » Il a peur de reconnaître une erreur parce que pour lui, se tromper équivaut à se briser. Et quelqu'un qui n'a pas développé de caractère ne sait pas vivre avec la possibilité de l'échec. Il préfère construire un monde fictif où il a toujours raison, même si cela implique de manipuler, de nier ou de déformer la réalité. C'est le mécanisme parfait pour protéger un ego fragile. Le danger de ce type de personne est que, lorsqu'elle commet une erreur évidente, elle la transforme en ta faute. Elle redirige la responsabilité. Elle te fait sentir que tu exagères ou que tu interprètes mal les choses. Et si tu n'as pas un jugement fort, tu peux tomber dans sa dynamique et commencer à douter de toi-même. C'est pourquoi le stoïcisme insiste tant sur la clarté intérieure. Si tu ne connais pas ton critère, tu finiras soumis aux critères de quelqu'un qui n'est même pas honnête avec lui-même. Face à la fausse infaillibilité, beaucoup réagissent en discutant, en essayant de prouver l'erreur de l'autre avec des preuves, des arguments et de la logique. Mais cette stratégie ne fonctionne pas avec quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne se trompera jamais. Il n'est pas intéressé par la vérité, il est intéressé par son image. Il ne veut pas apprendre, il veut s'imposer. Plus tu lui expliques, plus tu t'épuises, car tu essaies de raisonner avec quelqu'un qui n'est pas disposé à raisonner. Ta réponse stoïcienne doit être stratégique. Ne cherche pas à convaincre, cherche à rester ferme. N'essaie pas de détruire son illusion, reste dans la tienne. S'il te confronte en disant que tu as tort, réponds calmement. Je ne partage pas ton interprétation. S'il essaie de manipuler la situation, utilise une phrase simple. Je suis conscient de ce qui s'est passé. S'il essaie de minimiser sa responsabilité, réponds « Je comprends ton point de vue, mais je ne changerai pas ma perception. » Ce n'est pas de la froideur, c'est une protection émotionnelle. La fausse infaillibilité a besoin d'un public. Elle a besoin que quelqu'un accepte le théâtre. Lorsque tu ne réagis pas, que tu ne t'énerves pas et que tu n'acceptes pas sa distorsion, tu l'obliges à se retrouver face à lui-même, ce que ces personnes détestent. Son personnage s'effondre lorsqu'il n'y a personne pour le soutenir. Ce point te confronte aussi. Personne n'est à l'abri de ce comportement.
Demande-toi combien de fois tu as évité d'admettre une erreur par peur de paraître faible. Combien de fois tu t'es défendu par orgueil au lieu d'accepter la réalité. La différence est que tu as la capacité de le reconnaître et de le corriger. L'infaillibilité réelle n'existe pas, mais la maturité, oui. Et la maturité implique d'accepter les erreurs sans perdre de dignité. Quand tu ne te laisses pas tromper par la fausse infaillibilité de l'autre, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler. Personne ne peut te faire douter de ta réalité lorsque tu as une clarté intérieure. Personne ne peut te faire te sentir coupable pour quelque chose qui n'est pas de ta responsabilité. 6. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La vie fonctionne comme un tableau rempli de pièces qui ne t'appartiennent pas. Les décisions des autres, leurs émotions, leurs changements soudains, leurs paroles impulsives sont des pièces que quelqu'un d'autre déplace. Tu peux les observer, tu peux les analyser, mais tu ne pourras jamais les diriger. Celui qui tente de contrôler ce qui ne lui appartient pas finit par s'épuiser, se confondre et se frustrer. C'est pourquoi lorsque tu es confronté à des hommes immatures, arrogants ou émotionnellement brisés, le plus intelligent est de te concentrer sur ton propre mouvement. Ils agissent à partir du chaos. Tu dois agir à partir de la discipline mentale. L'homme immature a tendance à dire des choses comme « tu me rends en colère, si je réagis ainsi, c'est de ta faute, je suis comme ça parce que la vie m'y a forcé » et utilise ces phrases pour se décharger de toute responsabilité. Ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur le terrain où il se sent à l'aise, le terrain du dérèglement émotionnel. Il veut que tu te mettes en colère, que tu hausses le ton, que tu réagisses de manière impulsive, car cela valide sa narration. Si tu perds le contrôle, il justifie le sien. Le piège apparaît lorsque tu crois que tu peux le changer. Lorsque tu penses qu'en lui expliquant, en le corrigeant ou en le guidant, tu réussiras à le faire agir différemment. Cela ne fonctionnera jamais. Celui qui ne veut pas changer n'écoute jamais. Celui qui ne veut pas grandir ne comprend jamais. Celui qui vit piégé dans son ego interprète seulement tes paroles comme des attaques ou des tentatives de domination. Au lieu de s'améliorer, il se met davantage sur la défensive. C'est là que ton approche doit devenir chirurgicale. Le stoïcisme est clair. La seule chose qui est toujours sous ton contrôle est ton jugement, ta réaction, ta parole et ta conduite. Rien de plus. Si l'autre crie, tu choisis si tu te mets en colère. Si l'autre te provoque, tu choisis si tu réponds. Si l'autre invente, manipule ou déforme, tu choisis si tu entres dans son jeu. Lorsque tu comprends ce principe, tu deviens quelqu'un de difficile à bouger parce que ta stabilité ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Répondre depuis le contrôle ne signifie pas rester silencieux par peur. Cela signifie choisir tes mots avec intention. Si quelqu'un essaie de te blâmer pour son propre comportement, dis clairement « Je ne contrôle pas comment tu décides de réagir ». S'il essaie de te tenir responsable de son état émotionnel, répète « Ton émotion est la tienne, pas la mienne ». Et s'il insiste pour te provoquer, garde un silence ferme. Non pas pour éviter la confrontation, mais pour éviter son chaos. Beaucoup pensent que l'autocontrôle consiste à endurer, mais ce n'est pas le cas. L'autocontrôle consiste à choisir où investir ton énergie. Parfois, répondre et perdre. Parfois, parler et tomber. L'homme immature cherche à t'entraîner au niveau où il peut se sentir dominant. Si tu gardes ton focus, ce pouvoir disparaît. Il ne peut pas gérer quelqu'un qui ne se met pas en colère. Il ne peut pas manipuler quelqu'un qui pense clairement. Il ne peut pas contrôler quelqu'un qui ne répond pas impulsivement. Ce point te confronte également à toi-même. Demande-toi combien de fois tu as voulu contrôler l'opinion des autres, leur comportement ou leur perception de toi. Ce besoin naît de la peur. Mais dès que tu acceptes que tu ne peux pas gérer quoi que ce soit d'externe, ton esprit devient plus léger. Lorsque tu lâches l'obsession de corriger les autres, tu commences à te corriger toi-même. Et c'est là que tu grandis vraiment. Te concentrer sur ce que tu peux contrôler te rend stratégique. Tu deviens plus observateur, plus patient, plus difficile à lire, et surtout, plus maître de ta vie. Parce que lorsque tu réagis avec calme,
personne ne peut utiliser tes émotions comme une arme. Lorsque tu réfléchis avant d'agir, personne ne peut te pousser à l'impulsivité. Et lorsque tu choisis ton comportement, personne ne peut décider pour toi. L'homme immature se noie en essayant de contrôler tout le monde. 7. Utilise l'humilité comme ton avantage. Certaines personnes se comportent comme si elles marchaient avec un miroir géant collé à la poitrine. Elles ne peuvent voir qu'elles-mêmes, leurs prétendus accomplissements, leur prétendue grandeur. Elles reflètent constamment leur ego parce qu'elles ne connaissent pas d'autres moyens de se sentir précieuses. L'humilité, en revanche, fonctionne comme une fenêtre. Elle te permet de voir plus loin, d'observer clairement, d'apprendre sans obstacle et d'avancer sans bruit. Et c'est cette fenêtre qui te donne un avantage que les arrogants n'auront jamais. L'humilité ne te rend pas petit, elle te rend stratégique. L'homme immature utilise des phrases comme « je sais déjà ça »,« je n'ai pas besoin de conseils »,« je n'apprends pas de n'importe qui », et les dit avec un ton de supériorité qui cherche à fermer toute porte vers l'amélioration. Pour lui, admettre l'ignorance, c'est admettre la faiblesse. Et comme il ne sait pas gérer son ego, il préfère prétendre que tout est résolu. Ces mots sont des signes clairs que tu es face à quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui n'est pas prêt à voir au-delà de sa propre image. Les gens confondent l'humilité avec la fragilité parce qu'ils ne comprennent pas son véritable pouvoir. Ils croient qu'être humble, c'est se laisser piétiner, toujours se taire ou baisser la tête. Mais le stoïcisme interprète l'humilité d'une autre manière. L'humilité est la capacité de voir la réalité sans filtres égoïstes. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux t'améliorer, que tu peux te tromper et pourtant maintenir ta valeur intacte. Cela te rend adaptable, quelqu'un qui évolue. Quand tu as affaire à quelqu'un d'arrogant, l'humilité devient ton outil le plus intelligent. Non pas parce que tu dois te faire petit, mais parce qu'elle te permet d'éviter le choc inutile. L'arrogant veut rivaliser, il veut prouver qu'il en sait plus, qu'il est plus fort, qu'il a plus d'expérience. Si tu essaies d'entrer dans ce jeu, tu renonces à ton objectif. L'humilité te permet d'observer sans avoir besoin de réagir, de répondre sans combattre et de maintenir la clarté sans tomber dans les provocations. Répondre avec humilité ne signifie pas se soumettre. Cela signifie ne pas s'engager dans des discussions inutiles. Si quelqu'un te dit « je sais comment sont les choses », tu peux répondre « peut-être » et je suis prêt à écouter. Non pas parce que tu crois qu'il a raison, mais parce que tu contrôles le terrain émotionnel. L'humilité déstabilise l'arrogant parce qu'il ne trouve pas de résistance. Il ne sait pas comment se battre avec quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce point s'adresse également à toi. La véritable humilité ne consiste pas à parler doucement ou à éviter de se démarquer. Elle consiste à reconnaître tes limites sans avoir honte d'elles. Un homme qui comprend ses faiblesses devient plus fort, car il sait exactement ce qu'il doit travailler. Celui qui nie ses erreurs ne s'améliore pas. Celui qui les accepte se transforme. L'avantage de l'humilité est qu'elle te maintient dans un état constant d'apprentissage. Elle te permet d'écouter quand les autres ne font que crier. Elle te permet de grandir quand les autres stagnent. Elle te permet de voir des opportunités là où les autres ne voient que des menaces. Cette ouverture te donne une profondeur que les arrogants n'atteignent jamais car leur besoin de paraître parfait les empêche de voir leurs véritables faiblesses. L'humilité évite également que tu prennes les attaques des autres comme quelque chose de personnel. Quand quelqu'un t'insulte, te minimise ou essaie de te faire sentir moins, tu peux répondre avec sérénité parce que tu sais que son comportement ne définit pas ta valeur. 8. Prends de la distance avec la conversation toxique. Certaines personnes parlent comme si elles jetaient des cendres dans l'air. Peu importe ce qu'elles disent, chaque mot salit quelque chose, assombrit quelque chose, contamine quelque chose. Discuter avec elles, c'est comme respirer de la fumée. Au début, tu ne le remarques pas, mais peu à peu, cela commence à t'épuiser, à t'irriter, à obscurcir ton esprit. C'est ce qui se passe lorsque tu te plonges dans des conversations toxiques avec des personnes immatures, arrogantes ou pleines de ressentiment.
Peu importe à quel point tu te crois fort, la toxicité verbale finit par affecter ta clarté si tu ne sais pas garder tes distances. L'homme émotionnellement immature a tendance à utiliser des phrases chargées de poison déguisées en sincérité. Des expressions comme « je dis les choses comme elles sont ». Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Les gens sont stupides. Ou personne ne vaut la peine, se répète dans son discours parce qu'il a besoin de projeter de l'amertume pour se sentir supérieur. Ce qu'il fait, sans l'admettre, c'est vomir sa frustration interne. Et si tu ne filtres pas ce que tu entends, tu finiras par respirer ce qu'il ne sait pas traiter. Les conversations toxiques ne sont pas toujours des insultes directes. Parfois, ce sont des critiques constantes, des plaintes interminables, des comparaisons inutiles, des moqueries déguisées en humour ou des commentaires subtilement agressifs. Ces schémas sont épuisants, car ils te poussent à réagir. Ils te font penser que tu dois te défendre, corriger, expliquer, clarifier ou te justifier. C'est là que tu perds ton centre, c'est là que l'autre gagne du terrain émotionnel. Le stoïcisme enseigne que ta paix dépend de ta capacité à choisir où porter ton attention. Tu ne peux pas contrôler ce que disent les autres, mais tu peux décider si tu t'exposes ou non à leur discours. Prendre de la distance n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Si tu vois que la conversation se dirige vers le conflit, la moquerie, la disqualification ou le chaos, tu n'as pas à rester. Ton énergie n'est pas faite pour être absorbée par des personnes qui vivent en projetant leurs blessures. Répondre à la toxicité avec calme nécessite une stratégie. Si quelqu'un lance un commentaire provocateur, une réponse courte comme « je comprends ton point de vue » ou « je ne vais pas dans cette direction » coupe la tension sans alimenter le feu. Si quelqu'un essaie de t'entraîner sur le terrain de la plainte, utilise une phrase ferme « je préfère parler de solution ». Cela change le cours de la conversation. Si l'autre personne insiste sur sa négativité, c'est là que tu dois prendre une distance physique, émotionnelle ou mentale. Distance ne signifie pas toujours partir. Parfois, cela signifie se déconnecter émotionnellement. Tu peux écouter sans t'impliquer. Tu peux être présent sans absorber. Tu peux laisser l'autre parler sans laisser ses mots entrer dans ton esprit. C'est la capacité stoïcienne d'observer sans réagir. Celui qui maîtrise cette capacité devient immunisé contre la provocation. Ce point parle aussi de toi. Demande-toi combien de fois tu as fait partie de conversations où tu as toi-même ajouté de la négativité. La toxicité ne vient pas toujours des autres. Parfois, elle naît de ta fatigue, de ta frustration ou de ta colère. Être conscient de cela te permet de corriger le cap. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être attentif à la façon dont tu utilises tes mots et à quel type d'énergie tu apportes aux conversations. Prendre de la distance avec la conversation toxique te rend sélectif. Cela te rend conscient que tes mots construisent ou détruisent. Cela te protège de tomber dans des discussions inutiles qui ne font qu'éroder ton caractère. Cela te permet de garder ton jugement lorsque les autres le perdent. Et cela te donne la capacité de conserver ta paix même lorsque quelqu'un veut t'entraîner dans sa tempête. L'homme toxique a besoin d'un public pour se sentir fort. L'homme stoïcien n'a pas besoin d'un public pour se sentir en paix. La différence est de savoir qui contrôle la conversation. Ton esprit est comme une pièce que personne d'autre ne rangera pour toi. Si tu permets à n'importe qui d'entrer, de parler, de crier et de tout déranger, tu vivras dans le chaos. Mais lorsque tu décides de le former, lorsque tu fermes les bonnes portes et que tu mets le silence là où il y avait du bruit auparavant, tu découvres quelque chose que presque personne ne comprend. Le calme n'est pas de la chance, c'est de la discipline. La vérité est dure, mais nécessaire. La plupart réagissent par impulsion parce qu'ils n'ont jamais appris à penser avant de ressentir. Ils se noient dans leur propre dialogue interne, cherchent à avoir raison, s'accrochent à des problèmes minimes, permettent au bruit extérieur de décider comment ils doivent agir. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur paix est si facilement brisée. La réponse est simple. Ils n'ont pas formé leur esprit. Cette vidéo est pour changer cela.
pour que tu comprennes que le calme se construit comme un muscle, avec de la pratique, avec intention et avec du caractère. Ici, tu ne trouveras pas de phrases douces ni de théories vides. Ici, nous allons directement à ce qui fonctionne, à ce qui transforme vraiment. Tu vas écouter les 8 leçons qui te feront arrêter de réagir comme tout le monde et commencer à répondre comme quelqu'un qui se maîtrise. Reste jusqu'à la fin. Si tu appliques ce qui suit, rien de l'extérieur ne pourra à nouveau avoir le pouvoir de briser ta paix. Parce que la véritable force n'est pas dans le fait de crier, d'argumenter ou de prouver. Elle est dans le maintien du calme même lorsque le monde essaie de te sortir de ton centre. Ici, tu apprendras à le faire. 1. Ne réagis pas, réponds. Ton esprit fonctionne comme un volant sur une route pleine de courbes inattendues. Si chaque fois que quelque chose apparaît devant toi, tu tournes brusquement, tôt ou tard, tu finiras hors de la route. Mais si tu apprends à garder fermement le contrôle, même lorsqu'un véhicule traverse, qu'une pierre apparaît ou que la route devient étroite, tu continues à avancer sans perdre de direction. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle. Ce n'est pas éviter le chaos, c'est avoir la capacité de ne pas te cracher dedans. Et bien que la plupart des gens vivent en réagissant comme si l'impulsion était une obligation, tu peux faire quelque chose de différent. Quelque chose que les gens forts font en silence, répondre. Répondre est un acte conscient, décidé, mature. Réagir est automatique, enfantin et coûteux. Quand tu réagis, tu donnes ton pouvoir au monde. Tu permets à n'importe quel commentaire, geste ou situation de décider pour toi. Quand tu réponds, tu récupères ce pouvoir, tu le gardes en toi et tu choisis quoi en faire. La plupart des gens ne répondent pas parce qu'ils n'ont jamais entraîné cette compétence. Ils ont l'habitude de sauter, d'exploser, de se défendre, de se précipiter, de répondre sans réfléchir, puis de regretter. Ils pensent que leur impulsion est leur identité, que leur émotion est une vérité et que leur première réaction est inévitable. Ce n'est pas le cas, c'est simplement un manque d'entraînement mental. Le stoïcisme l'a expliqué il y a des siècles. Personne ne te contrôle si tu décides de ne pas te soumettre. Et chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ton centre. Ne pas réagir ne signifie pas rester silencieux ou permettre des injustices, cela signifie que tu ne laisseras pas l'émotion décider pour toi. Cela signifie que tu vas observer avant d'agir. Cela signifie que tu vas te donner quelques secondes pour mettre de la conscience là où normalement tu ne mets que de l'impulsion. La différence entre les gens qui vivent en paix et ceux qui vivent dans le chaos est ces secondes. Cette pause est ton arme. C'est l'espace où le cerveau cesse de marcher seul et te permet de prendre le contrôle. Les personnes qui réagissent vivent à la merci du monde. Si quelqu'un leur parle fort, ils se fâchent. Si quelqu'un ne leur répond pas, ils se frustrent. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils s'effondrent. Si quelqu'un les contredit, ils explosent. C'est une vie épuisante parce qu'elle dépend toujours des autres. Répondre, en revanche, te rend maître de toi-même. Cela te place dans une position où tu choisis, tu décides et tu définis le ton de la situation. C'est la liberté que personne n'explique mais que tout le monde désire. Pour apprendre à répondre, tu dois faire 3 choses. La première est d'observer ton corps quand tu ressens une impulsion. Ce n'est pas mystique, c'est pratique. Remarque comment ta respiration s'accélère, comment ta mâchoire se tend, comment tes pensées se regroupent sans ordre. C'est le signe que tu es sur le point de réagir. La deuxième est de t'arrêter quelques secondes avant d'agir. Cela semble insignifiant, mais c'est la différence entre une erreur et une réussite. Ce petit espace te permet de mettre l'esprit là où avant il n'y avait que de l'émotion. Et la troisième est de choisir une action qui ne te détruira pas après, une qui reflète la maturité, la fermeté et la clarté. Répondre te permet aussi de voir plus clairement qui tu es vraiment. Quand tu réagis, tu cries, tu discutes, tu impulsions des mots qui ne représentent pas ton caractère, mais ton agitation. Quand tu réponds, tu agis à partir du contrôle, d'une version plus consciente de toi. Tu ne cherches pas à gagner, tu cherches à agir avec précision. Et cette précision te donne du pouvoir.
Elle fait de toi quelqu'un dont le comportement ne dépend pas des provocations, des blagues lourdes ou des situations inattendues. Elle te transforme en quelqu'un de difficile à manipuler. Tu n'es pas fort parce que tu cries plus vite. Tu es fort parce que tu ne tombes pas dans les pièges émotionnels. 2. Prends soin de ton dialogue interne. Ton esprit est comme un narrateur qui ne se tait jamais. Il peut être un allié qui te pousse à avancer ou un ennemi silencieux qui te sabote de l'intérieur. Imagine que chaque pensée est une graine. Si tu plantes des graines de doute, de peur et d'autocritique, un sombre forêt poussera où tu te perdras chaque jour. Mais si tu plantes des mots de clarté, d'ordre, de fermeté, ton esprit devient un terrain fertile où tu peux construire n'importe quelle version de toi. Le problème est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils plantent. Ils se parlent mal sans y penser, s'insultent pour des erreurs minimes, se comparent aux autres et transforment leur dialogue interne en une arme qui les poignarde sans cesse. Le stoïcisme l'a toujours dit de manière directe. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ce que tu te dis à son sujet. Et cela définit ta vie. Les gens pensent que leurs pensées sont innocentes, qu'elles ne sont que des idées qui passent, mais ce que tu te dis à répétition devient ton identité. C'est une formule simple. Si chaque jour tu te répètes que tu n'es pas suffisant, tu commenceras à agir comme quelqu'un d'insuffisant. Si tu te répètes que tu es faible, ton corps commencera à bouger comme quelqu'un de faible. Le dialogue interne est plus puissant que n'importe quel commentaire externe, parce que c'est le seul que tu écoutes sans arrêt. Le vrai problème n'est pas ce que les autres te disent, c'est ce que tu te dis après les avoir écoutés. Tu peux recevoir une petite critique et la transformer en une attaque gigantesque simplement par la façon dont ton esprit l'interprète. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se détruisent, non pas à cause de ce qui leur est arrivé, mais à cause de l'histoire qu'ils se racontent sur ce qui leur est arrivé. C'est le pouvoir du dialogue interne. Il transforme une erreur en condamnation, une peur en prison ou une difficulté en obstacle insurmontable. Mais il peut aussi faire l'inverse. Il peut transformer un échec en apprentissage, un rejet en direction, une chute en clarté. Prendre soin de ton dialogue interne, c'est surveiller qui parle en toi. Parce que ce n'est pas toujours toi. Parfois c'est ta peur qui parle, parfois tes insécurités, parfois une vieille voix que tu as apprise dans ton enfance, parfois un commentaire de quelqu'un qui n'est plus dans ta vie. Et si tu n'es pas conscient, ces voix dirigent ton comportement sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi la première étape est d'identifier ce que tu te dis chaque fois que quelque chose t'arrive. Quand tu échoues, que te dis-tu? Quand tu te trompes, que te dis-tu? Quand quelqu'un te critique, que te dis-tu? C'est là ton entraînement. L'esprit répète ce qu'il connaît. Si pendant des années tu t'es parlé durement, ton esprit réagira ainsi par défaut. Mais tout comme tu as appris un dialogue destructeur, tu peux en apprendre un qui te construit. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ou de la motivation bon marché. Il s'agit de te parler avec clarté, objectivité et respect, te dire la vérité sans te détruire, accepter les erreurs sans t'insulter, reconnaître tes défauts sans les transformer en ton identité. Cet équilibre est la base du contrôle émotionnel. Chaque fois que ton dialogue interne penche vers le négatif, utilise la pause stoïcienne. Ne l'accepte pas comme une vérité immédiate. Questionne-le. Demande si cette pensée t'aide ou te fait couler. Demande si elle provient d'une émotion momentanée ou de quelque chose de réel. Demande si elle te rapproche de la personne que tu veux être ou t'éloigne d'elle. Si elle ne te sert pas, tu l'arrêtes là. C'est le travail de quelqu'un qui prend son développement au sérieux. Bien te parler n'est pas de la complaisance, c'est une stratégie. 3. Priorise ta paix. La paix est comme une flamme au milieu du vent. Si tu ne la couvres pas de tes mains, le moindre mouvement brusque l'éteint. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Si tu ne le protèges pas, le monde le consomme sans effort. Et bien que beaucoup pensent que la paix arrive lorsque tout va bien, la vérité est autre. La paix se construit au milieu du chaos, lorsque tu décides que ta tranquillité vaut plus que de discuter, plus que de prouver, plus que d'avoir raison et plus que de t'accrocher à des choses qui n'ont pas d'importance. La plupart des gens perdent leur paix pour des futilités.
Un commentaire, un regard, une contradiction minime, une erreur personnelle, un message non répondu, une attitude étrangère qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils réagissent comme si le monde leur devait le calme et se frustrent lorsqu'ils ne le reçoivent pas. Mais la paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle dépend de la façon dont tu choisis d'interpréter, d'agir et de répondre. Celui qui ne comprend pas cela est condamné à vivre épuisé, tendu et émotionnellement vidé. Le stoïcisme l'a toujours clairement indiqué. Ce qui perturbe, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion que tu as d'eux. Si tu crois que quelqu'un t'a offensé, tu te sentiras offensé. Si tu crois que quelque chose est urgent, tu te désespéreras. Si tu crois que tu as besoin de gagner la discussion, tu t'épuiseras. Mais si tu décides que ta paix est une priorité, tout change. Tu commences à voir le monde avec plus de distance, sans absorber chaque stimulus et sans permettre que de petites choses contrôlent ta journée. C'est le vrai pouvoir. Prioriser ta paix signifie mettre des limites internes avant les limites externes. C'est décider que tu ne vas pas donner ton énergie à des situations inutiles. C'est comprendre que chaque discussion ne vaut pas ton calme, que chaque provocation ne mérite pas ta réponse, que chaque critique ne définit pas ta valeur et que chaque problème n'est pas aussi grand qu'il semble lorsque tu le regardes avec un esprit agité. Beaucoup de personnes perdent plus d'énergie à penser aux problèmes qu'à les résoudre et finissent par détruire leur paix pour des choses qui n'auront même pas d'importance demain. La paix est aussi un filtre. Lorsque tu la priorises vraiment, tu commences à remarquer qui ajoute et qui soustrait, qui te respecte et qui te vide, quels environnements te renforcent et lesquels te brisent. Le chaos externe existera toujours, mais la façon dont tu le laisses entrer définit la qualité de ta vie. Et beaucoup de gens laissent n'importe quoi entrer, commérage, drame, plaintes, comparaisons, conflits étrangers, pensées toxiques. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués s'ils n'ont rien fait. Ils ont absorbé des déchets émotionnels toute la journée. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. C'est comprendre que ton esprit a besoin d'espace pour penser, pour répondre, pour prendre des décisions intelligentes. Et tu ne peux pas y parvenir si tu es en train de te battre, de discuter ou de répondre à chaque stimulus du monde. Lorsque tu priorises ta paix, tu choisis tes batailles. Tu sais quand parler et quand t'éloigner. Tu sais quand il vaut la peine de t'impliquer et quand il vaut mieux observer. Tu sais quand donner de l'énergie et quand la garder. La vie change lorsque tu apprends à lâcher prise. Lâcher la nécessité de contrôler, de convaincre, de gagner, que tout soit parfait, que tout se passe comme tu l'as imaginé. Lâcher prise est une compétence émotionnelle puissante, mais elle exige du courage. Parce qu'elle implique d'accepter que certaines choses ne sont tout simplement pas sous ton contrôle. Et là, dans cette reconnaissance, naît la paix. Prioriser ta paix signifie aussi être prêt à perdre des choses que tu croyais auparavant indispensables. Perdre des discussions, perdre de l'ego, perdre le dernier mot, perdre des liens qui ne te respectent pas, perdre des habitudes qui t'épuisent. Ce n'est pas une vraie perte, c'est une purification. Tu gardes ce qui te soutient vraiment. 4. Utilise la difficulté comme entraînement. Les difficultés fonctionnent comme des poids invisibles. Tu ne les choisis pas, tu ne veux pas toujours les soulever, mais chacune a le potentiel de renforcer tes muscles mentaux. La plupart des gens les portent avec plainte, avec frustration, avec résistance, comme si le monde leur faisait quelque chose d'injuste. Mais celui qui comprend le jeu de la vie sait que chaque obstacle est, en réalité, un entraînement déguisé. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, il s'agit de comprendre que ce qui te dérange aujourd'hui te rend plus résistant demain. La vie ne va pas adoucir le chemin parce que tu es fatigué. Elle ne va pas non plus éliminer les problèmes parce que tu préférerais quelque chose de plus facile. La vie ne négocie pas avec tes émotions. C'est pourquoi te former à voir la difficulté comme un apprentissage n'est pas une belle philosophie. C'est une obligation si tu veux vraiment grandir. Le stoïcisme l'a bien précisé. L'obstacle est le chemin, pas l'interruption du chemin. Ce qui te dérange aujourd'hui te forme.
Ce qui te frustre aujourd'hui te prépare. Ce qui t'exige aujourd'hui te renforce. Chaque personne vit des expériences difficiles, mais tout le monde n'en profite pas. Certains s'y enfoncent, d'autres se façonnent avec elles. C'est la différence. Ce n'est pas la difficulté en soi, c'est ton interprétation et ta réponse. Deux personnes font face au même défi et une seule grandit, parce que tandis que l'une se demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», l'autre se demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» La première s'affaiblit, la seconde se renforce. Non pas parce qu'elle est plus forte au début, mais parce qu'elle choisit une mentalité plus utile. Utiliser la difficulté comme entraînement signifie cesser de voir les problèmes comme des ennemis. Un ennemi cherche à te détruire, un entraînement cherche à te former. Lorsque tu changes cette vision, ton esprit cesse d'être une victime et devient un apprenant. Cela te donne le contrôle. Cela fait de toi quelqu'un qui ne se rend pas aux coups, mais qui les étudie. Qui ne se lamente pas de ce qui s'est passé, mais qui profite de ce qui reste. C'est une mentalité puissante parce qu'elle transforme l'inévitable en outil. Dans chaque difficulté, il y a un exercice. L'impatience te forme à la patience. La critique te forme à la force émotionnelle. La perte te forme à l'acceptation. Le rejet te forme à l'indépendance. L'incertitude te forme à la clarté mentale. L'adversité ne te demande pas si tu es prêt, mais elle te transforme en quelqu'un qui le sera. Personne ne grandit dans un confort absolu. La véritable croissance se produit lorsque quelque chose t'oblige à activer des parties de toi qui étaient endormies. Beaucoup de gens pensent que la douleur est injuste, mais la douleur est une information. Elle te montre où est ta faiblesse, quelle partie de ton caractère a besoin de se renforcer, quel aspect de ta vie est déséquilibré. Si tu l'ignores, tu répètes les mêmes schémas. Si tu l'observes, tu évolues. C'est l'entraînement. Tu ne cherches pas la douleur, mais tu ne fuis pas non plus. Tu l'utilises comme guide. Tu dois aussi comprendre quelque chose de clé. Toutes les difficultés ne viennent pas pour te détruire. Certaines viennent pour t'arrêter avant que tu ne prennes un mauvais chemin. D'autres viennent pour te réveiller de la conformité. D'autres viennent pour que tu apprennes les limites. Et beaucoup viennent pour te rappeler que tu ne peux pas tout contrôler. La vie, bien qu'elle soit dure, frappe rarement sans but. Le but apparaît quand tu décides de le voir. La mentalité stoïcienne ne dit pas que tu dois apprécier les difficultés, elle dit que tu dois les transformer. Et les transformer requiert de la discipline. Elle requiert d'observer tes pensées avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. 5. Cultive le silence. Le silence fonctionne comme un miroir propre. Il ne te montre pas ce que tu veux voir, il te montre ce qui se passe réellement en toi. Quand le bruit extérieur disparaît, la vérité que tu caches sous les distractions, les conversations inutiles, les opinions des autres et les pensées que tu n'oses pas affronter apparaît. C'est pourquoi tant de gens fuient le silence, parce que le silence révèle. Mais celui qui apprend à le cultiver découvre l'outil le plus puissant de tous, un esprit capable de s'écouter sans distorsion. Nous vivons à une époque saturée. Notifications, messages, voix, stimuli, écrans, informations constantes. Le monde entier se bat pour ton attention, et si tu n'es pas prudent, tu finis par te noyer dans un bruit qui te déconnecte de toi-même. La plupart des gens pensent qu'ils sont stressés par la vie, mais en réalité, ils sont stressés par le manque d'un espace personnel où respirer. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence d'interférence. C'est un terrain mental où tu peux enfin penser sans hâte, sans pression et sans interruption. Et c'est là que commence le véritable entraînement stoïcien, car tu ne peux pas contrôler tes émotions si tu ne peux pas les écouter. Tu ne peux pas contrôler tes pensées si tu ne peux pas les reconnaître. Tu ne peux pas prendre des décisions intelligentes si tu es entouré de voix étrangères qui te disent quoi faire. Cultiver le silence, c'est récupérer ton territoire intérieur. Cela signifie te donner quelques minutes par jour où ta voix est la seule qui compte. Ce n'est pas fuir le monde, c'est te renforcer pour l'affronter avec plus de clarté. Les gens forts ne réagissent pas impulsivement parce qu'ils ont appris à écouter leur esprit avant d'agir. Ce type de calme naît du silence. Le silence t'apprend aussi quelque chose de crucial. Beaucoup de batailles que tu crois avoir à l'extérieur sont en réalité à l'intérieur de toi. Ce n'est pas le message,
c'est l'interprétation. Ce n'est pas la personne, c'est la blessure. Ce n'est pas la situation, c'est la peur. Et tu ne peux pas découvrir cela si tu ne t'arrêtes jamais pour t'écouter. Sans silence, tu répètes tes erreurs parce que tu n'as pas d'espace pour les analyser. Sans silence, tu confonds le bruit avec l'urgence, l'émotion avec la vérité, l'impulsion avec l'intuition. Pratiquer le silence n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Tu peux commencer par quelques minutes où tu déconnectes tout, tu respires, tu observes tes pensées et tu laisses l'ordre interne se faire sans le forcer. Tu ne cherches pas l'illumination, tu cherches la clarté. Et la clarté naît lorsque tu donnes enfin un répit à ton esprit. Parfois, le silence te montrera des choses inconfortables. Il te montrera des insécurités, des douleurs en suspens, des schémas répétitifs, des décisions évitées. Mais c'est le but. Ce que tu ne vois pas, tu ne le changes pas. Le silence ne calme pas seulement, il confronte aussi. Et en te confrontant, il te rend plus fort. Il te force à te regarder sans masque, sans distraction, sans déguisements externes. Cette honnêteté interne, bien que difficile, te libère. Le stoïcisme a toujours valorisé le silence comme une pratique quotidienne, car il savait qu'un esprit sans calme est un esprit qui se trahit. Quand tu apprends à faire taire le bruit, tu commences à entendre des solutions que tu ne voyais pas auparavant. Tu commences à reconnaître ce qui est important et ce qui est des déchets émotionnels que tu portais sans nécessité. Tu commences à répondre au lieu de réagir parce que ton esprit cesse de sauter d'une pensée à l'autre et commence à s'organiser. Cultiver le silence renforce aussi ta présence. 6. Pense avec perspective. La perspective fonctionne comme une caméra qui peut zoomer ou s'éloigner du problème. Si tu restes trop près, tout semble énorme, urgent et accablant. Mais lorsque tu éloignes l'objectif, lorsque tu observes à partir d'une distance mentale plus grande, tu découvres que ce qui te consumait n'était pas aussi grand qu'il semblait. Penser avec perspective, c'est changer l'angle, pas changer la réalité. C'est apprendre à voir ce qui se passe sans l'exagérer ni te diminuer face à cela. Beaucoup de personnes sont piégées dans leur propre loupe émotionnelle. Une petite erreur devient une tragédie. Une critique légère devient une attaque personnelle. Un retard est interprété comme un échec. Un inconfort est interprété comme du chaos. Le problème n'est pas la situation, c'est le manque de distance. Quand tu es trop collé à tes émotions, ton esprit perd en clarté et commence à construire des histoires qui ne correspondent pas aux faits. Et c'est là que commence la souffrance inutile. Le stoïcisme a enseigné que la perspective est un outil de survie émotionnelle. Si tu arrives à observer ta vie d'un point de vue plus élevé, tu comprends ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Tu vois ce qui est temporaire, ce qui est une exagération mentale et ce qui est vraiment important. La perspective te permet d'éviter les décisions impulsives parce que tu vois le tableau complet, pas seulement la partie qui te dérange. Et cette capacité n'apparaît pas de nulle part, elle se forme. Penser avec perspective, c'est se rappeler que presque tout ce qui te préoccupe aujourd'hui sera sans importance dans quelques jours, semaines ou mois. Cette pensée, bien que simple, est profondément libératrice. Elle t'aide à ne pas perdre ton calme pour des choses qui ne méritent pas de détruire ta journée. Elle t'aide à ne pas porter des émotions qui ne t'ajoutent rien. Elle t'aide à ne pas réagir à des situations qui, vues avec plus de temps, n'ont pas besoin de ta douleur. Et elle t'aide à voir que la plupart des choses qui t'affectent émotionnellement sont temporaires, pas permanentes. La perspective t'aide aussi à comprendre que tu n'es pas le centre de tout ce qui se passe. Beaucoup de gens prennent tout personnellement parce qu'ils ne savent pas comment se distancer émotionnellement des situations. Ils pensent que si quelqu'un ne répond pas rapidement, c'est du mépris, que si quelqu'un est sérieux, c'est du désintérêt, que si quelque chose se passe mal, c'est de leur faute. Cette mentalité n'est pas réaliste, elle est épuisante. Quand tu penses avec perspective, tu comprends que chaque personne a sa vie, ses batailles, ses peurs, ses charges, et que tout ne tourne pas autour de toi. Cette compréhension enlève un énorme poids.
La perspective est une protection mentale. Elle te permet de voir les problèmes comme une partie d'un processus, pas comme la fin de ton histoire. Elle te rappelle que chaque difficulté, aussi dure soit-elle, ne définit pas toute ta vie. Elle te donne un répit quand tout semble intense. Elle te montre que le chaos est passager et que tu as la capacité de le traverser. Du bon point de vue, même les moments difficiles deviennent des instructions plutôt que des menaces. Pratiquer la perspective commence par une habitude simple, s'arrêter avant de réagir. Quand tu sens que quelque chose te perturbe, demande-toi comment tu verrais cela demain. Demande si cela importe dans un an. Demande si cette émotion est proportionnelle aux faits. Demande quelle partie de cela est réelle et quelle partie est interprétation. Quand tu poses ces questions, ton esprit se réorganise tout seul. Tu arrêtes de gonfler les problèmes et tu commences à les voir à leur taille réelle. La perspective t'aide aussi à éviter le piège du drame. Beaucoup de personnes vivent en intensifiant tout, en racontant des histoires terribles dans leur tête et en répétant des narrations qui les enfoncent davantage. Avec la perspective, tu coupes ce cycle. 7. Organiser pour avoir de la clarté. L'ordre fonctionne comme une lampe de poche dans une pièce sombre. Chaque chose que vous mettez à sa place illumine un espace qui était auparavant rempli d'ombre. Le chaos, en revanche, agit comme un brouillard épais qui s'infiltre dans votre tête, dans votre énergie et dans votre état émotionnel. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le désordre externe et le désordre interne sont liés et vivent en croyant que leur anxiété vient de la vie, alors qu'en réalité, elle vient du bruit qu'ils permettent dans leur environnement. Celui qui veut de la clarté mentale doit commencer par organiser ce qui l'entoure, car personne ne pense bien au milieu du désordre. Chaque objet hors de sa place se bat pour votre attention. Une pièce en désordre vous parle sans mots, elle vous répète ce que vous n'avez pas fait, elle vous rappelle les choses en suspens, elle vous vole de l'énergie visuelle et émotionnelle. Parfois, vous pensez que vous êtes irrité par des situations externes, mais votre esprit est simplement fatigué de traiter des stimuli inutiles. Le désordre n'est pas neutre, il épuise. L'ordre, en revanche, vous donne un point fixe, une sensation de contrôle et un espace où votre esprit peut respirer. Le stoïcisme a enseigné que l'ordre commence en vous, mais se reflète aussi à l'extérieur. Si vous voulez un esprit clair, vous avez besoin d'un environnement qui ne vous distrait pas ou ne vous sort pas de votre centre. Cela ne signifie pas que votre vie doit ressembler à une photo parfaite. Cela signifie que votre espace doit vous permettre de penser sans vous saturer. La clarté naît lorsque vous réduisez les interférences, lorsque vous enlevez ce qui gêne, lorsque vous choisissez l'essentiel sur l'inutile. Cet acte simple change votre esprit plus que vous ne l'imaginez. Organiser n'est pas seulement nettoyer, c'est décider ce qui mérite d'être avec vous et ce qui ne l'est pas. C'est un exercice de sélection, un filtre qui vous oblige à vous demander si ce que vous gardez, consommez ou permettez vous ajoute ou vous soustrait. Beaucoup de gens gardent des objets, des souvenirs, des papiers, des vêtements, des opinions d'autrui et même des liens qui n'ont plus de sens. Et chacune de ces choses devient une ancre émotionnelle qui les tire vers le bas. L'ordre est aussi un acte de lâcher prise. Lâchez ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous représente plus, ce qui n'a plus de but. La clarté arrive lorsque vous éliminez ce qui vous distrait et laissez de la place pour ce qui compte vraiment. Et ce même principe s'applique à votre esprit. Des pensées désordonnées génèrent des émotions désordonnées. Des problèmes mal définis génèrent de l'anxiété. Des conversations internes sans structure génèrent de la confusion. C'est pourquoi l'ordre exige 2 mouvements simultanés. Ordonné à l'extérieur et ordonné à l'intérieur. L'un renforce l'autre. Une pièce organisée réduit votre bruit mental. Un esprit organisé maintient votre espace en équilibre. C'est un cycle qui renforce votre calme. Organiser vous enseigne aussi la discipline. Ce n'est pas seulement une action physique, c'est une décision constante. Chaque jour, vous choisissez entre accumuler le chaos ou créer de la clarté. Et ce choix détermine votre stabilité émotionnelle.
Beaucoup de gens veulent une vie tranquille, mais tolèrent des environnements qui génèrent de la tension. Ils veulent un esprit calme, mais vivent entourés de choses qui leur rappellent des problèmes. L'ordre n'est pas la perfection, c'est l'intention. C'est choisir consciemment ce que vous voulez voir, ressentir et permettre dans votre environnement. La clarté externe vous aide également à prendre de meilleures décisions. Lorsque votre espace est propre et structuré, votre esprit traite mieux. Vous voyez des solutions que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Vous organisez vos idées plus facilement. Vous avez plus d'énergie. Vous êtes moins irritable. Vous ne perdez pas de temps à chercher des choses. Vous ne laissez pas de choses en suspens s'accumuler. 8. La paix est la première chose. La paix fonctionne comme un gardien silencieux à la porte de ta vie. Elle décide ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste avec toi. Si tu ne la mets pas en premier, n'importe quoi arrive, n'importe quelle émotion reste, n'importe qui te perturbe et n'importe quelle situation te sort de ton centre. Mais quand la paix est en tête, rien n'entre sans ton permission. C'est la différence entre une vie dominée par le chaos et une vie dirigée par la clarté, qui a le contrôle de la porte. L'erreur la plus courante est de croire que la paix arrive quand tout va bien, quand le travail coule, quand les relations fonctionnent, quand il n'y a pas de problème. Cette mentalité te condamne, parce que la vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours du bruit, des inconforts, et des gens qui ne comprennent pas ton processus. Attendre que tout soit aligné pour avoir la paix est comme attendre que le vent disparaisse pour allumer une bougie. Ça ne marche pas. La paix n'arrive pas, elle se choisit. Mettre la paix en premier signifie que ton bien-être émotionnel passe avant l'orgueil, avant l'ego, avant le besoin de prouver, avant la hâte, avant l'impulsion de répondre, avant de plaire aux autres. Cette décision te transforme parce qu'elle t'oblige à séparer l'important de l'inutile. Elle t'oblige à te demander si ça vaut la peine de perdre ton calme pour quelque chose de si petit, de si temporaire ou de si insignifiant. Et presque toujours la réponse est non. Le stoïcisme a enseigné que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas être dominé par tes émotions. Quand la paix est ta priorité, tu n'entres pas dans des discussions inutiles, tu ne réagis pas à des provocations stupides, tu ne portes pas des culpabilités qui ne te concernent pas et tu ne permets pas que l'environnement décide de ton état mental. Les gens pensent que c'est de l'indifférence, mais ce n'est pas le cas. C'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle et c'est de la force intérieure. La paix est aussi une forme de respect de soi. Si quelqu'un te parle mal, ta paix décide si tu réponds ou non. Si une situation se complique, ta paix décide si tu t'impliques ou si tu t'éloignes. Si un problème apparaît, ta paix décide si tu l'affrontes avec calme ou avec chaos. C'est un guide interne qui te rappelle constamment que ton esprit est un territoire sacré et que tout ne mérite pas d'entrer. Mettre la paix en premier t'oblige à arrêter d'insister sur des batailles inutiles. Beaucoup de gens détruisent leur bien-être en voulant toujours avoir raison, en défendant des points qui n'ont pas d'importance, en imposant leur vision, en soutenant des discussions qui ne font qu'alimenter leur stress. Mais la paix t'enseigne quelque chose que l'ego ne comprendra jamais. Gagner ne signifie pas toujours vaincre l'autre. Parfois, cela signifie se retirer à temps. Non pas par lâcheté, mais par intelligence. Non pas par abandon, mais par préservation de ton énergie. La paix te donne aussi quelque chose qu'aucun accomplissement externe ne peut te donner, la stabilité. Quand ta paix est protégée, tes décisions sont plus claires, tes émotions plus stables, tes pensées plus ordonnées. Tu ne te lèves pas chaque jour en espérant que le monde soit gentil avec toi, parce que tu as déjà en toi ce dont tu as besoin pour te soutenir. Cette indépendance émotionnelle te rend pratiquement imperturbable. Être une personne qui met la paix en premier ne signifie pas être passif. Cela signifie être sélectif. Cela signifie que tu agis quand c'est approprié, pas quand l'impulsion te pousse. Cela signifie que tu parles quand c'est nécessaire, pas quand l'orgueil te crie. Cela signifie que tu marches avec conviction, pas avec désespoir. La paix te permet de répondre avec un esprit entraîné, pas avec une émotion débordante.
Ta vie change complètement quand tu décides que rien ne vaut plus que ta tranquillité. Elle change ce que tu permets, ce que tu tolères, la façon dont tu affrontes les crises et la façon dont tu te parles.